Place à notre table ronde numéro 2 maintenant, deuxième chapitre, qui va évoquer l'implication concrète des associations dans les projets de recherche. Pour ça, je vais demander à Madame Fatia Mami-Chouab de nous rejoindre, qui est directrice de recherche à l'INSERM, basée bien sûr à l'Institut Gustave Roussy. Bonjour Madame. À Madame Dominique Denet-Camel, qui est ingénieure de recherche à l'INSERM. L'INSERM est bien représenté aujourd'hui. Responsable également de la mission association de patients. Et puis les deux messieurs, Franck Dufour, qu'on vient d'entendre, qui est donc directeur scientifique de la Fondation ARC, et également, vous l'avez été pendant 8 ans pour vaincre la mucoviscidose. Et puis Christophe Pozuelos, qui est coordinateur national de l'association France Lymphome Espoir. Madame Denet-Camel, tenez, venez à côté de moi. Je suis ravi. Surtout que je vais commencer par vous en plus. Voilà, autant vous installiez. Vous êtes un peu le lien, si j'ai bien compris, entre les associations de patients, les chercheurs de l'INSERM. Comment ça se passe au quotidien ? Ça fait en effet 10 ans qu'on développe cette interaction très forte entre l'INSERM et les associations de malades. L'INSERM parce que c'est un organisme de recherche médicale et en santé. Et les associations de malades, c'est les malades, c'est-à-dire les premiers bénéficiaires de la recherche. Donc là, il y avait un rapprochement qui était tout à fait moderne et qu'il fallait faire. Donc au quotidien, ça veut dire d'abord qu'on a voulu que tout ça soit bien intégré dans la vie de l'INSERM. Et donc il y a d'une part le GRAM, le groupe de réflexion avec les associations de malades, qui est un groupe composé d'associations et de chercheurs rattachés directement à la présidence de l'INSERM et qui conseille la présidence de l'INSERM sur justement la politique, la prospective de développement des relations avec les malades. Donc là, on a un cadre très fort de réflexion, très fort aussi de retour. Quand les choses ne vont pas, le GRAM le dit. Vous voyez, c'est un vrai dialogue. Et puis par ailleurs, il y a la mission association qui, donc tous les jours, c'est un peu le levier d'action du GRAM, coordonne, lance un certain nombre de programmes et d'actions en direction. Et surtout, je reprends le mot qu'a prononcé Franck Dufour, parce que c'est quand même notre mot, c'est en concertation et en co-construction avec les associations. Madame Mami-Chouab, un peu, comment vous intégrez vous l'expertise patient au sein de votre équipe et qu'en attendent que vos collaborateurs ils sont intéressés, ils sont preneurs, voire c'est une vraie attente pour eux de cette expertise patient aujourd'hui? Oui, évidemment, on a vraiment toujours besoin des patients pour réaliser nos recherches. Et comme vous disiez, les jeunes chercheurs, ils sont en attente d'interagir avec les patients. Parce qu'on travaille essentiellement sur des maladies cancéreuses. Et donc, sans les prélèvements tumoraux des patients, on ne peut pas avancer sur nos recherches. Et donc, on a besoin vraiment d'interagir avec les patients constamment. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ils les rencontrent. Est-ce qu'il y a des discussions avec les patients experts? Pas forcément, on ne les rencontre pas tous, mais ça nous est arrivé d'interagir avec un de nos patients sur lesquels on travaille maintenant depuis plus de 15 ans sur son prélèvement tumoral. Et donc ce patient, il venait régulièrement nous voir. Donc là, il y a eu vraiment des interactions avec lui pour nous donner des prélèvements sanguins. Et on a continué pendant 15 ans à étudier ces lymphocytes parce qu'on s'intéresse beaucoup au système immunitaire, comment notre système immunitaire nous permet de combattre les cellules cancéreuses. Et donc on voulait suivre l'évolution de sa maladie grâce au prélèvement sanguin qu'on a pu obtenir tout au long de ces années. Et alors, je rebondis sur ce que nous évoquiez avec Monsieur Laurent Puig tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un dialogue, je veux dire, vous arrivez à parler le même langage avec le patient, parce que vous êtes des scientifiques d'un côté, pas des moindres, et puis de l'autre, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance scientifique. C'est compliqué, l'interaction dans ces cas-là. Petit à petit, on a appris à vulgariser un petit peu les termes qu'on utilise couramment dans les laboratoires pour qu'il puisse y avoir un dialogue et un échange. Juste une question. Oui.
Monsieur Navarro. Est-ce que ça peut aller, par exemple, jusqu'à l'idée, voilà un exemple que vous donnez qui est impressionnant, 10 à 15 ans, les personnes viennent, elle est fidèle en quelque sorte, là il y a un rapport qui s'est établi qui est vraiment particulièrement important, à l'idée que lui puisse un peu former d'autres. Est-ce que vous avez déjà eu cette envie et que du coup son expérience avec vous, dans ce dialogue maintenu, puisse un peu réagir sur une sorte d'enseignement aux autres. Non. Pourquoi pas, on serait ravis que ça se passe ainsi. Bon, malheureusement, on travaille, nous, sur un cancer très dangereux, très mortel, et malheureusement, la plupart de nos patients ne survivent pas autant. C'est pour ça qu'on s'est intéressé beaucoup à ce patient. Donc, le cancer du poumon, malheureusement, l'espérance de vie à 2 ans est seulement de 15%. Donc, la plupart, malheureusement, partent très vite. Mais on essaye toujours d'avoir des liens avec nos patients. On va rappeler que vous faites de la recherche fondamentale, vous, qu'on évoquait tout à l'heure. Je fais de la recherche, oui, au sein de l'équipe que je dirige, on fait essentiellement de la recherche fondamentale, mais on fait aussi un programme de recherche translationnelle, justement pour essayer de faire bénéficier les patients des recherches. Je suis un peu bête, moi, donc. On essaie de développer des approches d'immunothérapie anticancéreuse et plus particulièrement développer un vaccin thérapeutique pour essayer de guérir ou au moins prolonger la survie des patients atteints de cancer du poumon. Voilà. Christophe Pozuelos, je rappelle, un coordinateur national de France Lymphome Espoir, qui a une grande sœur aux États-Unis, je crois. Alors, oui. Qui travaille avec des chercheurs, et en France, ça se passe comment pour France Lymphome Espoir ? Bien, en France, en fait, nous sommes une association relativement jeune, puisqu'on n'a pas encore 10 ans d'existence. Nous sommes vraiment une association de patients. C'est-à-dire que cette association a été fondée justement par rapport au manque d'informations qu'il y avait en France sur le lymphome. Et la plupart des publications étaient donc des publications américaines qui étaient publiées par la Lymphoma Coalition. Voilà. Donc notre objectif, nous, c'est surtout d'informer les patients, bien sûr, et le lien qu'on peut avoir avec la recherche. Et là, je vais revenir peut-être au chapitre précédent. C'est que nous sommes, au départ, une association de patients nous sommes devenus des patients, on va dire, expérimentés, et on va devenir peut-être des patients experts. Donc c'est vrai je vois certaines frontières qui existent entre ces différents termes, et j'ai pas toujours la sensation, si vous voulez, que le patient expert puisse agir réellement avec puissance d'une manière individuelle. Par contre, nous, association, on est là aussi pour, on va dire, pour avoir une action solidaire avec ces patients-là qui ont effectivement besoin de cette recherche pour se soigner. Le message que nous, on fait passer en tant qu'association de patients par rapport à la recherche, c'est de leur dire vous n'êtes pas des souris. Parce qu'il faut aussi... je veux dire, je ne crois pas que Madame parlait on parlait de vulgarisation du langage. Oui. Je veux dire, quelque part, nous sommes, un petit peu des décodeurs. Par notre expérience et le savoir qu'on a pu engranger en fait pendant toutes ces années. Et donc c'est vrai qu'on sert souvent de décodeur entre le milieu purement scientifique et le milieu vraiment patient. Je veux dire, quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a un grand stress pour des gens qui vont dans les hôpitaux. Oui, il y a un grand stress je veux dire, quelqu'un disait aussi qu'il y avait que quelques secondes d'attention lorsqu'on a une consultation d'annonce. Il est vrai que lorsque vous vous présentez dans un service d'oncologie, on vous dit que vous allez avoir une consultation avec le médecin suite aux examens que vous avez pu passer. Il est vrai qu'une fois qu'on a prononcé le mot cancer, c'est très difficile de prendre des informations et de les trier. Donc là, mais on n'est pas vraiment dans ce sujet-là. Bon, au niveau de la recherche, c'est pareil. Je veux dire, on a nous souvent des patients à qui on propose effectivement de participer à des essais cliniques qui nous posent la question. Est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Est-ce que j'ai la sensation de faire une bonne action? Quels sont les risques que j'ai?
Donc nous on leur explique effectivement qu'il y a toujours ces lettres de consentement éclairées. Éclairer, c'est pas une énergie verte, hein. Mais je veux dire, c'est voilà. Donc et nous on intervient principalement au niveau de la recherche, justement pour relire ces consentements éclairés, de façon à ce qu'ils soient le plus clair possible pour les patients. On est toujours dans notre rôle de décodeur. Donc on n'est toujours pas encore dans un rôle d'expert qu'on laisse pour le moment vraiment aux scientifiques. Mais vraisemblablement dans les mois, enfin j'espère dans les mois, mais sinon dans les années à venir, franchir une étape supplémentaire. Je pense que ce sera l'étape supplémentaire, mais qui nécessitera vraisemblablement une plus grosse implication des patients futurs experts, comme j'ai pu entendre parler donc les gens de l'INCa ou les gens de l'HAS lors des rencontres de cancérologie française qui ont lieu donc là, les 3 derniers jours. Et c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas encore bien prêts à la fois à être patients experts, mais je crois que d'un autre côté, les personnes qui nous sollicitent ne sont pas toujours prêts non plus ils sont prêts à nous entendre, bien sûr, mais on espère qu'une chose, en fait, c'est que réellement on soit utile. Parce que pour nous, voilà, c'est une question d'utilité. Professeur Navarro, puis ensuite Monsieur Dufour. Oui, alors on entend bien ça, et c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous-même, vous avez l'idée que les choses vont progresser, encore une fois. Et l'exemple tout à l'heure, on revient toujours à la mucoviscidose, mais il est très frappant. Y compris d'ailleurs avec des moyens qui sont identiques. La pathologie immune et l'immunothérapie dans ses aspects les plus fondamentaux, éventuellement translationnels et applicables, etc. Je voudrais simplement dire que lorsque nous avons fait un premier travail, qu'il y a eu une réunion au Cancéropole Île-de-France, dans lequel on a vu un certain nombre d'associations qui ne sont pas toutes présentes là autour des tables. Alors justement à ce propos, si vous me permettez, puisqu'on voit pourquoi plus d'orateurs que de non-orateurs, sachez que toutes les associations ont été invitées, qu'il y a eu plusieurs centaines d'invitations, que malheureusement, visiblement, elles n'ont pas pu se libérer. Et pour preuve, c'est que sur la première table ronde, il devait y avoir, comme sur celle-ci, comme pour la suivante, 4 intervenants, mais l'un des intervenants s'est désisté il y a quelques jours au dernier moment, voilà, et donc pas possible de recompléter, voilà. Mais vous savez, en même temps, c'est une première rencontre. Je parle sous votre contrôle, Monsieur Navarro, et peut-être que entre les vidéos qui vont être ensuite postées, on espère que vous puissiez en parler et que justement, ça soit le caillou qui est mis, qui est le premier rond dans l'eau et qu'il permette d'en faire plusieurs et pourquoi pas, mais là je parle sous votre contrôle, pérenniser cette rencontre une fois par an, ce qui serait l'idéal. Et peut-être, et comme toujours quand on démarre quelque chose, si vous me permettez juste on n'ira pas jusque là, mais j'ai souvenir de la première rencontre économique du Cercle des économistes à Aix-en-Provence, et moi j'étais journaliste, je le couvrais, on était à peu près une cinquantaine. Aujourd'hui c'est 300 intervenants, 3000 participants, enfin vous voyez, donc tous les espoirs sont permis. Voilà, oui. Pardon. Un témoignage quand même. Dans cette première étape qui a eu lieu au Cancéropole d'Île-de-France, après une sélection donc, qui a été faite sur des critères qui sont ce qu'ils sont par définition, ce qui m'a frappé beaucoup, et ça c'est très positif, c'est qu'il y a des associations qu'on va appeler très petites associations, en nombre de personnes, sur des pathologies très particulières, etc., où on est surpris, ce qui prouve qu'on a encore de vieux systèmes dans la tête en termes de hiérarchie, on est surpris de voir ce qui a déjà été fait. Un financement pour telle recherche à tel endroit, avec des critères déjà de sélection, et puis des idées. Et je suis très frappé par ce qu'a dit tout à l'heure M. Friedman, quand il a montré aussi l'intervention. Alors l'intervention, c'est quand même très, très riche, ça. Et pour nous, c'est très important. Si on veut continuer, si tout le monde est d'accord pour continuer, et ça dépendra de vous aussi, on ne vous l'impose pas, surtout pas, on vous le propose. Et ça, c'est vraiment le dialogue, de dire, en continuant comme ça, on va arriver à quelque chose où les mots auront peut-être moins d'importance, mais on aura peut-être tous ensemble plus d'efficacité. Franck Dufour, comment l'ARC s'implique dans ce dispositif ? Dans ce dispositif entre le patient et le chercheur ou le clinicien même. Alors l'ARC, comme vous venez de le dire, est devenu Fondation ARC depuis 2 ans. C'est pas seulement un changement de statut juridique, c'est aussi pouvoir aller rechercher des moyens qu'il est plus difficile d'aller chercher lorsqu'on est association.
Mais c'est tout en gardant évidemment la même motivation, c'est-à-dire développer, soutenir, stimuler des recherches qui vont permettre d'amener de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé par ces rencontres, de rencontrer les associations. Et notamment, il y a une chose qui manque souvent quand on discute avec les associations de patients, c'est qu'il y a des questions que les patients se posent auxquelles ne répondent pas les projets de recherche que nous voyons, très souvent. Or, au sein des associations, il y a tout ce qu'il faut pour faire naître ces questions. Et si on arrive à créer l'interface qui fasse se réunir ces associations, je voyais la question là, je vais la poser à Mme Amy Schwab et à Mme patient peut être acteur de la recherche. C'est une façon aussi d'être acteur de la recherche. Je crois que la table ronde précédente, c'était aussi sur les stratégies de recherche. C'est aussi à ce niveau-là que les patients doivent agir, doivent intervenir, doivent être invités. C'est pour ça qu'il faut ces interfaces aussi entre le monde médical et scientifique et les patients. Pour qu'ils soient, je reviens sur la notion aussi de patients experts, je suis assez frileux sur la sémantique patient expert. Non pas pour moi, mais parce que généralement, quand on parle de patients experts, on peut avoir quelques réserves de la part des professionnels de la recherche. C'est le mot expert qui peut faire peur. On peut parler aussi de connaissances expérientielles. C'est français, mais je l'ai déjà lu. C'est pas grave. Et on voit de quoi ça parle. On est dans un monde de création. Et ça, c'est une vraie richesse aussi. C'est une vraie richesse, l'expérience des patients par rapport à la maladie. Et cela contribue, bien sûr, à nourrir, à identifier les bonnes questions, ou celles qui ne sont pas posées, alors elles sont très importantes pour les patients, et à essayer de faire émerger des projets de recherche. C'est dans ce sens-là que la Fondation ARC souhaite réellement interagir avec les associations de patients. Alors, mesdames, est-ce qu'un patient peut être acteur de la recherche comme chercheur et pas uniquement comme objet d'étude? Madame Fatima Mitchouab. C'est vrai qu'en général, il est plus... moins acteur, mais oui. Bon, dans certains cas, il peut le devenir. Mais c'est vrai que c'est plus rare parce qu'en général, nous, on ne voit pas le patient. Donc, c'est le médecin qui est votre intermédiaire, qui est l'interface un peu. Exactement. Oui. Et je souhaite rebondir sur ce que disait M. Dufour. L'ARC est vraiment très important pour le financement de nos recherches. Et notre laboratoire est financé... partiellement par l'ARC ou la Ligue et aussi l'INCA. Et donc, sans l'ARC, on ne peut pas fonctionner. Parce que les dotations INSERM ne sont pas suffisantes pour nous pour mener toutes nos recherches. Oui, ça, c'est le problème du chercheur. Il n'a jamais assez d'argent. Madame Donnet-Camel, alors même question. Est-ce que... peut avoir dans d'autres, alors peut-être pas dans la recherche fondamentale comme l'équipe de Madame Mamie Schwab, mais est-ce que on ne peut pas imaginer un patient expert qui soit aussi un peu acteur de cette recherche au niveau clinique? Moi, je répondrai en rejoignant ce que nous a dit le représentant dans ce voilà. C'est-à-dire que, bien sûr que le patient, il participe à la recherche, de fait, dans les essais cliniques, mais alors on pourrait dire il est participant, donc, mais c'est vrai que acteur-objet, là, c'est la contribution à faire des recherches. Moi, donc, je vous rejoins parce que je pense qu'en effet, là, il y a un certain niveau qui est celui du collectif. Et donc, si on prend juste un peu de recul par rapport à l'histoire contemporaine là, des 30 dernières années, on s'aperçoit que les modes de mobilisation qu'ont eu les associations de patients dans la recherche, il suffit de citer le sida, tout le monde connaît l'histoire du sida et du rôle des associations de malades, mais on le voit dernièrement depuis maintenant près d'une vingtaine d'années dans les maladies rares. Vous avez également cité le cas des maladies rares où on a vu concrètement l'implication de ces collectifs divers et variés dans les programmes de recherche, sans oublier quand même, parce que ça aussi c'est important, c'est le phénomène, je dirais presque amont, il y a Catherine Vergely qui est ici dans la salle, et là, l'investissement des associations dans le champ du cancer de l'enfant mais de la pédiatrie au niveau européen qui a permis de dégager un plan entier, une législation entière qui aujourd'hui facilite et favorise la recherche, où les associations de patients veulent en effet être beaucoup plus acteurs. Donc vous voyez, on a beaucoup d'exemples qui nous permettent de voir que bien évidemment, lorsqu'on réussit
à créer les alliances nécessaires entre, d'un côté, les professionnels, les chercheurs, les associations de malades. On a là, je dirais, une vraie dynamique très forte qui peut avancer. Donc, soit ça se passe à un niveau, je dirais, d'une association de malades comme la vôtre, et je peux vous en citer, on est aujourd'hui à peu près en lien à l'INSERM avec 400 associations de malades. Donc, ça, bien sûr, ça déborde le cadre simple du cancer, mais et bien, là, on a beaucoup d'exemples de cette nature. Donc, ma réponse est oui, tout à fait. Alors il y a une question SMS, pourquoi pas des appels à projets portés par le Cancéropole et les associations, Monsieur Laurent Puig, puisque c'est un peu votre domaine, je vous repasse le micro un instant, non? Vous voyez la question? Je vois la question, je suis en train d'essayer de comprendre le sens de la question. Alors, c'est-à-dire que ça peut être porté par les associations. C'est-à-dire que des associations pourraient porter des projets qui seraient évalués par le Cancéropole, puisque une des missions du Cancéropole est de faire naître l'émergence. Et donc on peut imaginer qu'une recherche partant d'associations de patients puisse être une recherche émergente et qui pourrait être financée et soumise, je dirais, au processus d'évaluation du Cancéropole, puisque le Cancéropole a prévu au cours des 3 prochaines années de financer environ par an 600 000 euros sous forme de projets de recherche innovante d'un montant de 30 000 euros pour une recherche qui doit être faite sur un an, qui est un fonds en fait d'amorçage avant d'aller vers, disons, des appels de fonds plus classiques de la... je ne sais pas, de recherche en sciences humaines et sociales, par exemple, qui pourrait concerner des associations de patients ou éventuellement de coordonner des groupes de chercheurs sur une recherche, on va dire, translationnelle, par exemple, avec différents appels d'offres. Donc il y a cette possibilité. Il n'y a rien qui interdit à des associations de postuler. Je crois, là je parle sous le contrôle de Pascal Gramin qui doit être en régie, elle doit être à peu près... Elle est partout, donc je pense qu'elle va couper mon micro parce que j'ai peut-être dit une bêtise là, parce que je ne me souviens plus exactement du texte. Mais en tout cas, ça ne me choquerait pas. Voilà. Professeur Navarro, puis Madame Denet-Kamel. En complément, si je peux me permettre, il me semble, et c'était une des questions que nous posons et que nous allons poser par la suite, c'est de dire que la participation, alors là, il y a un moment donné où on parle de ce terme, la participation des associations ou de quelques associations choisies parmi les associations par elles-mêmes, en quelque sorte, qui se portent, pourrait être présente, peut-être, alors là aussi sous contrôle de Pascal Gramin, pourrait être présente soit au conseil scientifique, soit appelée in situ, etc., pour nous aider à monter effectivement des choses communes entre notre communauté scientifique au sens classique du terme et les demandes argumentées par ces associations qui ont une certaine expérience. Alors, et pas uniquement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et c'est justement le but un peu de cette rencontre. Hein. Oui, c'est un peu la sollicitation que nous avons. Voilà. Même pour les souris. Même pour les souris, oui. Madame Denet-Kamel. C'est juste parce que c'est toujours intéressant de prendre l'exemple sur des bons exemples qui existent, et souvent on a procédé comme ça. Et donc là, je crois que ça vaut le coup de citer quand même une expérience qui a été menée par la région Île-de-France, qui s'appelle les PICRI, et qui est donc des subventions qui sont allouées à des projets de recherche qui sont montés en complète coordination entre une association de malades et une équipe de recherche. Et donc ces projets de recherche existent, ce qui fait qu'on a comme ça, je dirais, une bonne vingtaine de projets dont on sait qu'ils ont été montés. Alors, ce n'est pas forcément à partir de l'idée d'une association, mais en tout cas, c'est monté avec une association. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, juste parce que c'est juste une information qui vaut le coup de circuler, c'est le fait que... il y a un journal scientifique et médical qui est très connu de tout le monde professionnel qui s'appelle le British Medical Journal. Et je crois que ça vaut le coup de mentionner le fait qu'en 2013, ce journal a annoncé en gros titre sur son éditorial « Révolution ».
Alors, bon, très bien, donc on attendait la révolution. Elle est arrivée en 2014, ça a été le deuxième édito qui est arrivé en disant, ça y est, on a fait notre révolution. Et donc ce grand journal, le British Medical Journal, il fait deux choses aujourd'hui. Il a intégré les patients dans l'évaluation des articles qui sont publiés. Ce qui est quand même, vous voyez, hein, c'est quand même une sacrée révolution. Et la deuxième chose, c'est qu'il demande à ce que les articles scientifiques et médicaux qui présentent leurs résultats dans cette revue puissent avoir une partie qui est un regard des patients sur en quoi c'est bénéfique pour les patients, cette recherche qui vient d'être menée. Voilà. Encore une petite question, parce qu'elle concerne quelles sont les activités concrètes du GRAM ? Le GRAM, alors le groupe de réflexion avec les associations de malades, 10 associations dans tout le champ de la pathologie humaine, hein, bien sûr, 5 chercheurs et 5 responsables de l'INSERM, parce que l'idée c'est de monter, c'est de créer ensemble. Alors qu'est-ce que fait le GRAM ? Je vais vous donner 3 exemples, hein, comme ça. Premier exemple, c'est le fait que, on parlait tout à l'heure de la relecture des protocoles. Eh bien, en 87, le GRAM nous a dit, bon ben voilà, dans les protocoles de recherche clinique dont l'INSERM est promoteur, puisque vous avez une politique d'ouverture avec les associations, il serait quand même bien que vous fassiez un effort, quoi. Et donc le GRAM a beaucoup soutenu tout le processus pour qu'on crée le collège des relecteurs. Et ce collège des relecteurs aujourd'hui relie les notes de consentement et d'information des protocoles de recherche clinique. Et on a fait l'évaluation de ce travail fait par le collège. Et si vous voulez, bon, c'est des petits indicateurs, mais ça montre l'efficacité, c'est-à-dire que les notes d'information et de consentement qui sont relues par le collège, eh bien, quand ils arrivent au CPP, c'est au comité de protection des personnes, qui est là l'institution qui donne son accord pour qu'une recherche ait lieu, ça passe beaucoup mieux, parce qu'ils ont été travaillés en amont avec les associations. Voilà, un des exemples du GRAM. Madame Mamuche, Monsieur Azoul, oui. Oui, en fait, j'aurais juste un peu complété ce que vous venez de dire, dans le sens où il faut pas, il faut que chacun ait sa place en fait. Je veux dire, il y a la place des scientifiques, bien sûr, à laquelle nous, on n'a pas, on peut pas vous apporter grand-chose d'un point de vue scientifique. Par contre, nous, on a, je parlais tout à l'heure de patients expérimentés, mais on a nous cette expérience et nous, vraiment, ce qu'on veut faire, et d'ailleurs, au niveau de notre association France Info Espoir, nous faisons 2 bourses, enfin, nous finançons 2 bourses de recherche, qui sont à la fois la recherche sur le jeune chercheur, on en parlait tout à l'heure, et nous faisons aussi une bourse de recherche pour la qualité de vie. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association de patients, nous, notre enjeu, c'est quand même que cette qualité de vie intervienne dans cette recherche clinique, de façon à ce que lorsqu'il y a bon, en hématologie principalement, mais je veux dire, il y a de nouveaux produits qui sortent, il y a avec des nouvelles molécules, avec d'autres modes d'administration, etc. Donc, qui sont dus effectivement à cette recherche qui a été vraiment qui, j'espère, sera bienfaitrice pour tout le monde et apportera un bénéfice aux patients, bien sûr, et à tout le monde d'ailleurs. Mais ces molécules-là, ce nouveau mode d'administration, en fait, on a également un nouveau rôle. On parlait tout à l'heure d'éducation thérapeutique. Peut-être qu'une des recherches à faire, c'est comment revoir cette éducation thérapeutique. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on rentre à l'hôpital, on fait une chimiothérapie, etc., on est très encadré. Par contre, lorsqu'on est face à sa boîte de pilules, on ne sait pas trop. Alors, on parle beaucoup, c'est dans l'air du temps, de parler de l'éducation thérapeutique du patient, mais je pense qu'il y a aussi l'éducation thérapeutique du médecin, au niveau de la prescription. Voilà, c'est un autre accompagnement, nous, c'est vraiment le point qu'on souhaiterait développer en tant qu'association de patients, et donc d'inclure dans cette recherche clinique cette notion de qualité de vie, et ensuite d'essayer voilà, qu'on soit gagnants tous ensemble, tout simplement. Franck Dufour, puis Madame Mamuche-Schwab, sur être évalué par les patients, en fin de compte. C'est de synthétiser 3 points pour revenir sur les points qui ont été abordés. Sur l'éducation thérapeutique... Remarque, nous sommes tous des souris un jour. Hein. C'est que je sais que dans le domaine de la mucoviscidose, c'est à l'étude d'inclure dans l'éducation thérapeutique une information,
une formation sur la recherche. Parce que justement, pour ne pas se sentir souris ou cobaye dans une étude clinique, il faut comprendre c'est quoi la recherche, comment ça marche. Si on n'explique pas, on ne peut pas comprendre. Et en effet, on est dans la recherche le temps qu'on est patient, participant à une étude clinique par exemple, et après on retourne à la maison, et voilà. Bon, il y a ça. Il y a aussi, très important, ça c'est une revendication légitime des patients, et malheureusement ce n'est pas toujours suivi, un retour d'information. On participe à une étude, on a le droit de savoir ce que cette étude a apporté. On le fait pas pour nous, hein, première motivation. On le fait pour la communauté des patients. Donc ça, c'est important. Mais je m'égare, j'avais 2 autres points. Par rapport au GRAM, dont j'ai eu le plaisir de faire partie pendant 3 ans, je crois, il y a une chose qui ne se voit pas beaucoup dans le paysage, mais qui est super importante, que le GRAM a réussi à inscrire, à graver au sein de l'INSERM, c'est d'inclure dans l'évaluation des chercheurs leur travail collaboratif, leur collaboration avec des associations de patients. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est super important, puisque le chercheur, lorsqu'il va être évalué, dans sa grille d'évaluation, il y a, je ne sais plus combien d'items, 10 items qui se réfèrent à sa collaboration avec une association de patients, ou des associations de patients. Et ça, c'est très important, c'est pour montrer que ça prend un peu de temps, mais il y a des choses qui sont gravées et qui vont faire évoluer les choses. La dernière chose que je voulais mentionner, c'était par rapport à la relecture des protocoles de recherche, tout en étant d'accord avec vous sur le fait que chacun a un rôle à jouer. La recherche, c'est un travail d'équipe. On ne prend pas le poste de l'autre, hein. On travaille dans le même sens, en synergie. Dans ce domaine, donc en muco, justement, nous avons créé un réseau européen de recherche clinique sur la mucoviscidose. On l'a fait association de patients et société savante européenne. Donc ça a été long, fastidieux. Ça a permis, alors on ne va pas rentrer sur cet exemple-là, mais Jean-Navarro y a fait allusion tout à l'heure, ça a permis notamment de booster certaines études cliniques, clairement, vraiment, et notamment d'arriver à un premier médicament de médecine ciblée dans le cadre de la mucoviscidose. Ce que je voulais dire dans le cadre de ce réseau, c'est que ce réseau donc, reçoit principalement des études cliniques venant de l'industrie pour accepter et met à disposition un certain nombre de centres investigateurs sur toute l'Europe. Pour accepter un protocole, il y a des revues de protocole, il y a tout un process, etc. Et dans ces revues de protocole, il y a des comités de revues de protocole. Et au sein il y a 5 comités dans le réseau, et dans chacun de ces comités, il y a au moins un patient. Et le patient reçoit sa propre grille d'analyse du protocole. Il n'a pas les mêmes questions que les scientifiques, ça n'a pas de sens. Par contre, ça a été très très bien travaillé avec les patients, qui ont été formés à l'utilisation aussi de la grille, évidemment, à retrouver les infos dans le protocole, ou s'ils n'ont pas compris, à poser la question. Et ils ont un véritable poids sur l'acceptation d'un protocole, donc qui vient là en l'occurrence de l'industrie, et qui va être mis en place au sein du réseau. Là, on est acteur encore une fois à ce niveau-là. Fatima Milchouab, je rebondis sur l'histoire des souris parce que quelque part tout le monde aussi a une souris pour l'autre, quoi. On choisit aussi son médecin, on peut en changer, etc. Alors donc comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a en effet cette distorsion, ce décalage entre les deux qui regardent un peu l'autre? Et puis question subsidiaire, est-ce que est-ce que ça vous aide d'être évalué ça vous aiderait d'être évalué par les patients? Alors pour les souris, je pense avant d'aller jusqu'aux patients, ça demande des années de recherche, voire une dizaine d'années de recherche et des expérimentations obligatoires in vivo chez la souris. Donc on sacrifie des centaines, voire des milliers de souris pour... Mais vous prenez pas le patient pour une souris quelque part? Est-ce qu'il y a pas Et est-ce que vous-même vous n'êtes pas un peu une souris pour le patient, quoi? Non, peut-être. Mais bon. Non, mais c'est montrer un peu là, justement. Est-ce qu'il n'y a pas à lutter contre ça? Non. Contre ce côté peut-être où le patient peut avoir l'impression par moment, comme disait M. Pazuelos, d'être un peu une souris. Non. Alors vous, c'est peut-être pas comme vous faites. Oui. Comme vous faites de la recherche fondamentale, peut-être que c'est moins évident. Enfin, en tout cas, c'est moins concernant pour vous, non? C'est possible, mais bon, je pense rarement on prend le patient pour une souris, loin de là. Oui, mais là, elle parlait des cliniciens, c'est pour ça. Même les cliniciens, je ne pense pas qu'ils prennent leurs patients pour des souris.
La deuxième question, c'était... Est-ce que être évalué par les patients, ça vous aide? Oui, pourquoi pas, mais bon, avoir des discussions avec les patients, c'est toujours intéressant. Avoir leur point de vue, oui, c'est vraiment intéressant et ça peut être bénéfique pour nos recherches. Jean Navarro, est-ce que déjà sur les souris? Non, je voudrais quitter le débat sur les souris parce que justement, il est tellement caricatural que donc on va dire non, surtout pas, et puis peut-être quand même un peu. Donc attention. Donc ça, il faut en avoir aussi bien conscience. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les actions qui sont menées, il y en a qui touchent aussi, on revient aux sciences humaines et sociales, à d'autres visions. L'individu qui a participé ou non, et on espère avec succès, à quelque chose comme l'expérience curieuse d'avoir été dans un essai clinique, on se sent un peu lâché après. Et donc ça me paraît très important que soient envisagés d'autres aspects. Et je trouve aussi que les associations nous l'ont montré souvent. C'est-à-dire, il y a des retentissements, il y a des inégalités sociales, il y a des inégalités culturelles, il y a une manière d'annoncer les choses qui ne peut pas être la même dans tel groupe par rapport à tel groupe, dans la même maladie. Il y a des conséquences sur le couple, tout ça, ça a été abordé déjà. Nous avons fait des réunions là-dessus, dans cette thématique, la sexualité, le regard de l'autre membre du couple sur la maladie que j'ai, quels efforts je dois faire par la suite, comment je vais vivre après mon cancer. Il y a énormément de questions qui sont posées et qui peuvent être aussi l'objet de débats et éventuellement de recherches sociales importantes. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on les oublie, il n'y a pas que l'expérimentation. Madame Donnet-Camel, s'il y a des questions, Madame Donnet-Camel. On a eu lundi dernier un colloque qui portait sur les patients au centre du système de santé avec des chercheurs en sciences sociales et humaines, et c'était assez intéressant, ça circulait bien. Et donc, ce qui vraiment aussi, enfin, le point qu'il faut peut-être pas oublier, c'est aussi le fait que ce que demande un certain nombre d'associations, bien sûr, hein, tout le monde ne demande pas la même chose, mais un certain nombre d'associations, ce qu'elles disent, avec, à mon avis, raison, c'est que il faudrait que, lorsqu'il y a les conceptions de protocoles d'essais cliniques, donc dès l'amont, et le plus en amont possible éventuellement, mais que là, il puisse y avoir des habitudes de discussion avec les associations de malades, parce que lorsque le protocole est monté, c'est là où leur avis, leur regard, leur expérience et leur expertise, même si vous n'aimez pas ce mot-là, mais serait très très utile pour l'amélioration elle-même de ces protocoles. Donc je crois qu'aussi c'est l'amont, l'aval est important, mais l'amont est très très important. Monsieur Friedman, vous vouliez réagir? Quand on parle de souris, on veut dire qu'on parle de cobayes. Or, dans la population générale des gens qui ont le cancer, il doit y avoir à peu près, en tout cas aux États-Unis, moins de 2% qui décident de suivre un essai clinique. Dans les groupes, dans nos communautés, il peut y avoir jusqu'à 12% suivant les différentes communautés. Et aucune personne ne parle jamais de rentrer dans un essai clinique en tant que cobaye. Plus les gens sont informés et éduqués, moins ils pensent en termes de « je rentre dans un essai clinique en tant que cobaye », ils considèrent les essais cliniques comme une sorte de traitement similaire aux autres. Dont ils sont partenaires, en fait. Absolument. Ils sont des fois demandeurs. Il y a certains patients qui demandent vraiment de rentrer dans des essais cliniques, surtout les patients cancéreux en phase terminale. Monsieur Pozuelos, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai utilisé le terme souris pour ne pas utiliser le terme cobaye, parce que bien entendu, nous, notre rôle, justement, c'est d'éviter que les gens puissent penser ça. Mais alors, quand je dis les gens, en fait, ce ne sont pas d'ailleurs forcément les patients. Parce qu'un patient, comme dit madame, c'est vrai qu'un patient, au-delà de l'espoir que peut représenter un essai clinique, en sachant que l'essai clinique, c'est quand même très long. Je veux dire, c'est quand même très long au niveau du développement de certains produits, molécules ou autres, et au niveau de la recherche en tout cas. Donc pour un effet immédiat, je veux dire, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour le patient en tout cas, le patient demandeur. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas forcément le patient. Je veux dire, imaginez le patient qui rentre de l'hôpital, qui dit à son épouse, tiens, je vais faire partie d'un essai clinique, je suis fier, je participe à la recherche, je fais un acte solidaire.
etc. La première réflexion de son épouse, ça va être « Eh ben, tu vas servir de cobaye ». Et voilà. Et donc, à nous, association, et peut-être ça fait partie aussi de lorsqu'on disait que chacun avait sa place, c'est peut-être aussi à nous d'apporter les mots justes, de façon à ce que ces mots soient correctement compris dans les différents documents qui sont publiés ou qui sont communiqués aux patients, de façon à ce que cette question soit complètement évacuée. Terminé, quoi. Je veux dire, voilà, c'est complètement taclé, voilà, c'est ça. Parce qu'on en est quand même encore là. Je veux dire, on en est quand même encore là, même si l'information. Tout à l'heure, le professeur, vous parliez d'Internet, etc. Je veux dire, sur Internet, il est vrai qu'on trouve tout un tas de. Voilà, on trouve du bon, mais on trouve surtout du mauvais. Et comme on est tous français, on se dit, en général, on pense et on conserve plus le mauvais que le bon. Je veux dire, des gens qui vont consulter les sites internet sur le cancer, la seule chose qui les intéresse, en fait. C'est votre cauchemar, Madame Huchefeld. Les gens qui regardent sur internet, oui. C'est un peu le cauchemar des scientifiques, non? Non, mais vous savez, un patient lambda, ou tout du moins la première chose qu'il regarde sur internet au niveau d'une étude, c'est pas du tout la composition, parce que là c'est vrai que c'est purement scientifique, c'est uniquement les courbes de survie. Et alors donc là, nous appelle, association de patients, donc si je comprends bien, dans 2 ans je suis mort. Voilà, nous, le rapport qu'on a, nous, avec les patients en tant qu'association de patients. Et c'est là qu'on a vraisemblablement notre rôle à jouer, de façon à ce que les gens soient vraiment bien informés, comme vous le disiez, ouais, parce que c'est très très important. Et quant à l'après, après je m'arrête, promis, je dis plus rien. Un quart d'heure encore. Non, 3 minutes. Quant à l'après, effectivement, je veux dire, nous on a toujours dit à nos patients que c'était une chance de participer à la recherche clinique, parce que la personne est bien encadrée, elle est bien observée, parce que tout est quand même très, tout est très organisé, tout est bon. Et du jour au lendemain, il se retrouve, plus rien, il n'a pas de résultat, il ne sait pas à quoi ça a servi, il ne sait pas si un jour ce produit sortira. Il sait d'ailleurs, dans certains cas, là je pense qu'on ne va pas rentrer dans les techniques de phase, de test à l'aveugle, etc. Mais je veux dire, dans certains cas, il ne sait même pas s'il a eu le produit ou s'il a eu autre chose. Voilà, donc l'information sur l'après, c'est important aussi. Franck Dufour et puis professeur Navarro après. On parlait d'outils tout à l'heure, je veux juste mentionner un outil qu'on avait mis en place aussi, justement pour motiver les patients, mais généralement on n'a pas beaucoup à faire pour les motiver, pour qu'ils aillent dans les essais cliniques, mais pour expliquer, alors à la famille éventuellement, on avait créé des posters qui partaient d'un médicament utilisé et on expliquait tout le chemin inverse, comment on était arrivé jusque-là. Et ça avait vraiment un impact et ça contribuait à expliquer les essais cliniques, la recherche. On pouvait en même temps expliquer le temps de la recherche. Le temps de la recherche n'est pas celui du patient, évidemment. Donc, voilà, puisqu'on parlait d'outils tout à l'heure, concrètement, ça impacte. Et là, les associations de patients peuvent le faire, ça c'est clair. Avec par exemple des chercheurs qui vont recruter chez Sciences. Je ne sais pas si on va en dire 2 mots. Madame Mamichoua, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette espèce de pédagogie en fin de compte, vous pensez qu'il y a encore besoin d'améliorer la pédagogie vis-à-vis du patient? Certainement, oui. Je pense qu'on peut encore améliorer la pédagogie et puis inciter peut-être plus les patients à rentrer dans des essais cliniques ou même participer à des études de recherche clinique ou fondamentale. Professeur Navarro. 2 éléments de réponse, parce qu'il y en a une qui apparaît là, je peux peut-être essayer d'y répondre. Quelle est la place que les directions de recherche des non, CHU? pas tout de suite, si vous le permettez. Non, mais je le lis pour les gens. Donne aux associations de patients. Voilà. Alors pour la recherche, je reviens toujours à cette étude SPACE qui est sortie aujourd'hui et qui a été très intéressante. On voit aussi que ce n'est pas uniquement à la fin d'un processus, avec l'anxiété de dire c'est peut-être ma dernière chance de participer à ça. Mais il y a encore des idées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des essais cliniques beaucoup plus précoces. Il y a encore des gens qui s'imaginent que si on ne tire pas le produit en question, on n'aura rien, et non pas un vrai traitement. Et effectivement, une des questions qui est aussi rapportée et auquel a fait allusion tout à l'heure Franck Dufour, c'est après, quand j'ai terminé, je ne sais plus ce que ça a donné, j'aimerais bien savoir au moins si l'étude auquel j'ai participé a servi à quelque chose et quels sont ses résultats.
Pour répondre à l'autre question, celle des CHU, des CLCCM, alors dans les CHU, il y a un début d'action. Je pense que tout à l'heure, on va voir, je ne sais pas si elle est là, Claire Compagnon, qui va nous parler aussi de la place des usagers et qui connaît très bien les rapports avec l'assistance publique. Il y a des actions qui sont menées. Il y en a une qui est très importante, dans laquelle ceci est fait, mais à l'échelon d'un groupe hospitalier, pas de la totalité du CHU. Je pense par exemple à ce qui a été fait à Cochin pour le projet Ariane avec son application humaine extrêmement ouvert. Je ne vais pas parler parce que je n'en fais pas partie, mais je vois la qualité de ce qui est fait par Unicancer dans le groupe des CLCCM qui est tout à fait marqué, où justement quelqu'un, d'ailleurs la personne qui a parlé dans les journaux et qui a rapporté cette étude SPACE, fait partie de ce groupe. Donc on voit bien que heureusement, en tout cas dans la région parisienne, il y a cet effort qui commence à se manifester dans les différentes institutions hospitalières. Heureusement. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas qui peut me répondre à ça, est-ce qu'il y a des lourdeurs réglementaires ou des obstacles pour que le patient soit encore plus impliqué dans la lutte contre le cancer, ou est-ce que de ce côté-là, au moins l'administration, il n'y a pas des principes de précaution qui alourdiraient l'ensemble? Non, les précautions sont quand même une protection pour le patient, je pense. Mais pour alourdir, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on soit dans ce système. C'est toujours un peu long, je pense, pour avoir un CPP. Des fois, ça peut durer 1 voire 2 ans. Rien que pour avoir l'autorisation, l'accord des patients pour avoir des prélèvements sanguins, ça peut être long. Et à votre avis, il faudrait le raccourcir combien de moitié environ pour que ça soit plus efficace? Parce que c'est vrai que pendant ce temps, la pendule tourne, si j'ose dire. Je pense que ça serait utile de le raccourcir à 6 mois, maximum 1 an. Je pense que ça pourrait nous aider à aller plus vite, et même pour les patients, pour pouvoir bénéficier de recherche. Oui, est-ce que psychologiquement, justement, le patient qui rentre plus vite dans un protocole de recherche, je ne sais pas qui peut me répondre, c'est pas aussi important pour lui? C'est une façon de se battre ou de se motiver encore plus? Non, moi, je l'ai connu pour un essai qui a malheureusement, je peux le citer quand même en 2 secondes, parce que c'est un essai de thérapie génique dans le cadre de la mucoviscidose. Et nous avons connu quelque chose qui était hallucinant. Alors ça, je le répète, c'est du vécu. Les patients que nous réunissions avant pour expliquer le protocole étaient partie prenante mais enthousiastes. C'était d'ailleurs une leçon pour les médecins de l'équipe. Et deuxièmement, nous avions présenté une thérapie génique qui passait par un vecteur, vous savez qu'il faut bien le faire absorber par les poumons, qui était un vecteur chimique et non pas un virus, parce qu'à un moment donné, on s'est servi beaucoup de virus et on s'est rendu compte que c'était à risque. On nous a dit, mais il faut quand même un avis de la commission d'expertise virale. Bon, on a dit, mais attendez, nous, il n'y a pas de virus, alors pourquoi? Non, il faut le faire. Et on a attendu des mois et des mois et des mois et des mois. Alors je ne comprenais pas ce qui se passait, les familles se désespéraient, les patients qui attendaient, les parents de patients qui attendaient. On a dit, mais non, c'est très embêtant parce que la commission virale n'existe plus, il faut attendre qu'elle soit réélue et il faut que vous ayez les résultats. Oui, on a eu les résultats 8 mois après nos collègues anglais qui avaient déjà fait l'essai. Voilà, effectivement, ce genre de situation, je l'ai très mal vécu, c'est resté comme ça, mais elle est caricaturale, ça ne doit plus se reproduire. Dominique Donnet-Camel. Alors, je vais revenir sur la question de l'information des associations de malades par rapport à toutes ces questions. Et je voudrais moi aussi vous raconter quelque chose. Il y a 2 ans, une chercheuse dans le domaine de la cancérologie et de l'hématologie qui s'appelle Dominique Duménil et qui est présente dans la salle, me téléphone pour me dire, voilà, moi je pars à la retraite et maintenant que j'ai un peu de temps, j'aimerais pouvoir partager mon expertise avec les associations de malades. Bon, je lui dis, voilà une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs à repenser qui seraient dans le même état d'esprit? En effet, il y en a d'autres. Donc, avec le GRAM, on a beaucoup discuté à l'époque pour voir ce que pouvait être ce partage. Et on a créé Scienceas. Et donc, Scienceas, c'est un réseau de chercheurs retraités qui partagent leurs compétences avec les associations de malades. Et ça fait donc déjà maintenant 2 ans qu'on a une expérience, si vous voulez. L'idée, c'est de créer
un contact interindividuel entre un chercheur disponible à la retraite et une association de malades qui a un certain nombre de questions. Et le chercheur, bien sûr, a son savoir, peut transférer son savoir, mais surtout, il a un savoir-faire. Il peut aider l'association à vulgariser un certain nombre de choses, à décrypter l'actualité ou à monter des projets, etc. Et donc, je voulais juste l'indiquer parce que ça, c'est une piste, vraiment, on y croit beaucoup. Hein, bon. Et donc, on a monté, à la demande des associations, un groupe de cancérologie qui s'appelle Sciences Cancer et qui a réuni plusieurs fois des associations, et donc là sont sorties, et je vous rejoins complètement dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a deux questions qui sont sorties. Aidez-nous à comprendre ce que sont ces immunothérapies, et aidez-nous à comprendre ce qui est en train de se jouer là autour des marqueurs biologiques. On ne comprend pas bien, enfin c'est pas qu'on comprend, on aimerait avoir un renforcement de nos connaissances sur ce point. Donc voilà comment on peut fonctionner, et c'est vrai que là il y a une ouverture tout à fait évidente avec la cancéropole. On peut travailler ensemble parce que là il y a quelque chose à faire pour rapprocher les populations. D'accord, Monsieur le Président. Plus que d'accord. Et Madame Lasseron aussi pour Europa Donna est d'accord. Dominique Hamel, un mot sur cet ouvrage qu'on a évoqué tout à l'heure avec Monsieur Laurent Puig. Alors ? Oui, alors, voilà, c'est toujours la même chose. Ce qui est bien, c'est de travailler avec les gens, parce que ça nous amène forcément à essayer de comprendre, au fond, c'est quoi leur attente, c'est quoi leurs questions, leurs attentes. Alors, on a beaucoup travaillé avec les associations de malades pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis de l'INSERM, jusqu'au jour où le GRAM nous a dit... bon, c'est bien le travail que vous faites du côté des associations, mais s'il n'y a pas de rapprochement entre les associations, les malades et les chercheurs dans les laboratoires de recherche, donc on a décidé que ce qu'on avait fait, c'est que ce qu'il fallait faire, c'était faire une enquête. Et donc il y a une grosse enquête qui a été organisée auprès de tous les chercheurs INSERM. Il y a eu plus de 700 réponses à cette enquête, qui était une enquête, ça prenait quand même une demi-heure de temps. Et il y a eu donc un aspect quantitatif et qualitatif qui a été vraiment intéressant parce que, premièrement, on a vu bien émerger, mais vraiment c'était frappant, au fond une typologie de quatre types de chercheurs. Je ne sais pas, madame, dans quelle catégorie vous allez vous situer. La première, c'est les sceptiques. Ils sont loin des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils connaissent à peine les associations de malades. La deuxième catégorie, ce sont les chercheurs qui ont des réticences. Qui sont des réticences de type, non, les associations de malades, c'est pas la recherche, il ne faut pas mélanger les choses, c'est dangereux, c'est négatif, c'est que chacun sait soi. Il y a une troisième catégorie qui est une catégorie, les pragmatiques. C'est celle qui est la plus importante. C'est des chercheurs qui disent oui, il n'y a pas de doute que de travailler avec les malades et les associations de malades, ça apporte quelque chose à la recherche. Puis il y a le quatrième groupe qu'on a appelé les engagés. Parce que là, c'est vraiment des gens extrêmement convaincus. Il faut travailler avec les associations de malades et il faut travailler avec les malades. Voilà. Donc c'est ça cette enquête que vous pouvez avoir sur INSERM. Qui a gagné comme groupe ? Écoutez, nous, notre objectif, c'est de convaincre encore plus les pragmatiques de travailler avec les associations de malades. Mais ce qu'on s'est rendu compte, pour rejoindre ce que disait Franck, c'est que dans le groupe des éloignés, ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a les jeunes. Voilà. Donc voilà, nous, on a une cible qui se confirme, qui est, il va falloir qu'on essaye de plus en plus de travailler avec les jeunes chercheurs. Je suis sûr, Madame Mamie-Schwab, que vous êtes une pragmatique engagée. On arrive à la fin de cette table ronde. Même question à tous. Est-ce qu'il n'y a quand même pas je commence par vous, madame, votre sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, quand même, deux tempos entre le chercheur, a fortiori quand on fait comme vous de la recherche fondamentale qui est sur un long terme, et puis le patient qui, lui, malheureusement, d'évidence, il est sur le plus court terme. Et est-ce que c'est pas un peu une distorsion, en tout cas un problème de communication entre les deux, ou ça peut être un obstacle, selon vous? Ça pourrait être un obstacle, surtout pour les maladies très graves, très rapides. Mais bon, je pense que dans d'autres maladies, le dialogue peut se faire. Et donc ça dépend de la pathologie, je pense, qu'on traite. Mais c'est vrai que pour le cancer, c'est vrai que ces deux... on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde.
Franck Dufour, même question. Alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, où quand je disais que le temps du chercheur n'est pas le temps du patient, clairement, c'est un fait. C'est pas pour ça, c'est un obstacle, oui et non. Il faut expliquer aux uns et aux autres quels sont les rôles de chacun. Donc un obstacle, mais qui peut être franchi. Maintenant, j'ajouterais juste une chose. Certes, il faut aller vite parce qu'on se bat contre le temps. Il ne faut pas forcément se précipiter. Pourquoi je voulais mentionner ça? Parce que je ne voulais pas partir cette table ronde avant de l'avoir dit. Dans le domaine de la cancéro, il y a un certain nombre d'associations. C'est une force. C'est une véritable force pour lutter contre le cancer. Chacune a besoin d'exister en tant qu'association. Et il faut le respecter. Je le respecte profondément. Et c'est très important. Maintenant, il y a certains sujets qui peuvent être traités ensemble. Et pas que les associations, médecins ou chercheurs, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose vers quoi il faut tendre. Obtenir vraiment une vraie synergie. La recherche, c'est un travail d'équipe. Et vraiment, dans la cancéro, il y a une vraie chance, une vraie opportunité. Il y a beaucoup de motivation. Quand il y a une association de patients, il y a énormément de motivation. Il ne faut pas la canaliser. Mais par contre, il faut essayer ensemble d'aller dans la même direction pour notre objectif commun, qui est d'avoir des thérapies efficaces, sans séquelles, sans effets secondaires, avec une bonne qualité de vie. Donc toutes ces questions. Voilà. Je voulais absolument l'ajouter avant de terminer. Merci. Christophe Poesbelos, même question. Le temps n'est pas le même entre le chercheur et le patient, et que ça peut créer pas des tensions, mais en tout cas des lignes de force contraires, selon vous? Selon moi, très honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Franck Dufour, parce qu'on est totalement d'accord. Je veux dire, on est totalement d'accord. Voilà, on est là pour travailler tous ensemble. Chacun a vraisemblablement sa pierre à porter l'édifice. Voilà. Donc, en tant que patient et représentant d'association de patients, moi je dis merci aux chercheurs aussi de savoir qu'il y a un patient au bout de la recherche. C'est très important. Ça, faut pas le perdre de vue. Et je crois que ça ne l'est pas. Donc tout va bien. Donc moi, voilà. On est peut-être il faudra voir avec le professeur, on est peut-être au numéro 0 d'un nouveau projet tous ensemble, pourquoi pas. Vous en parlerez tout à l'heure. Dominique Donnet-Camel, même question sur le temps qui n'est pas le même entre le patient et le chercheur. Bah oui, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est complètement évident, d'où le fait que ça vaut vraiment le coup d'investir de l'énergie et du temps pour préparer les choses, pour créer les cadres qui permettent justement, pour faciliter ces dialogues, renforcer la capacité des associations et des malades de dialoguer avec la recherche, et puis s'appuyer sur justement les associations qui sont un maillon extraordinaire vis-à-vis de la société civile, pour justement qui sont des vrais partenaires dans la médiation scientifique vers le public. Donc c'est là où il y a des partenariats tout à fait évidents qui doivent se jouer. Pour répondre à la question du temps, il faut préparer bien les choses un peu à l'avance. Professeur Navarro. Oui, juste pour essayer là, ce contrôle également de Pierre-Laurent Puig et de Pascal Gramin, je voudrais dire que notre réunion de ce jour, on espère qu'elle aboutisse à quelque chose. Alors c'est quelque chose, c'est justement ça qu'il faudra définir à un moment donné. Et ça va dans le sens de ce que disait Franck tout à l'heure. Autrement dit, nous pouvons jouer, nous, un rôle de connexion entre vous. Nous pouvons jouer un rôle de stimulation. Nous pouvons être stimulés par vous. Nous pouvons lancer des... Mais il faudra que, sans doute, on se réunisse plus souvent qu'une fois par an et qu'on aboutisse à quelque chose qui soit créatif, dans lequel on puisse dire, ben voilà, on a pris des avis, on sait ce que vous voulez, et que vous échangiez aussi entre vous, sans avoir peur non plus de s'affronter. Parce que derrière ça, il y a aussi, et c'est tout à fait humain, la peur de dire, celui-là, il va... me phagocyter ou me... Exactement. Donc c'est le but de notre réunion, c'est d'amorcer quelque chose qui va durer. Merci mesdames, merci messieurs pour cette deuxième table ronde. On peut aussi les applaudir.